Bonjour à tous, bienvenue sur Buccaneers in the Old World. Ce soir, ou aujourd'hui, peu importe quand vous regardez la vidéo, on se retrouve pour voir un peu cette nouvelle mouture du WTC 1.5. Pas tout à fait, enfin le terme exact serait plutôt 2.5, puisque vous verrez que c'est déjà la version 2.5 de ce rule pack WTC. Et beaucoup de changements qui sont arrivés là ces derniers jours. Donc, vous pouvez le voir, les dernières modifications datent du 19 octobre. Et il y a des changements assez majeurs, des changements que, on va le voir, je trouve assez intéressants, assez positifs. Comme toujours, c'est bien fait, on retrouve cette manière de marquer en bleu tout de suite les derniers changements. Ça, c'est une habitude qui m'a l'air d'être très bien ancrée chez tout le monde, sauf chez GV où parfois ça laisse un peu à désirer. Donc, bref, on va y aller. En bleu, qu'est-ce qu'on a ? On a déjà ceci. Il y a un ajout au niveau de la unit strength. Je vais voir si je peux éventuellement zoomer ça un peu pour vous. Un ajout au niveau de la force, la taille d'unité maximale, unit strength maximale. Donc on est à 80 maintenant. Bon, je n'ai pas trop vu de situation dans laquelle c'est ultra impactant, mais bon, j'imagine que s'ils ont mis ça, ils doivent redouter quelque chose. Et surtout, il y a ça. Alors ça dit quoi ? Ça dit que Fabio va être un peu triste. Pourquoi ? Parce que globalement, la modification qui venait de lui, qui a été votée par les capitaines, et qui visait à calmer un peu le Green Knight, cette modification gicle. Et donc le Green Knight, maintenant, il est joué tout à fait normalement. Pour moi, ça amène deux choses. C'est un signal qui est double. Premièrement, ça amène le signal que il y a une volonté de, quand on peut, on va enlever des nerfs qui avaient été mis si on estime qu'ils ne sont plus pertinents. La question de savoir si le Green Knight était trop fort ou pas, pour moi, elle n'est pas le sujet de la vidéo là. Peu avant septembre, peu avant le Clash of Nations donc, ça avait été estimé qu'effectivement cette modification, elle était intéressante, et voilà. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont eu lieu, et notamment le Clash of Nations qui a eu lieu. Et donc voilà, il y a cette première intention de revenir sur des règles qui avaient été édictées, et, cas échéant, les enlever. C'est une première chose que moi je trouve très intéressante concernant la posture du WTC vis-à-vis des propres règles qu'il ajoute ou génère. Ouais, une chose qui est vraiment agréable, c'est pas quelque chose qui est gravé dans la roche, on a décidé une fois, on s'y tient, donc voilà. Donc le Green Knight, il est de retour au menu, et probablement qu'on le reverra, parce que ça reste une très très bonne unité, une très bonne entrée pour 275 points, ça vaut la peine. Donc voilà, ça c'est les deux premiers changements au niveau de la composition d'armée. Et on va le voir, on n'est qu'au tout début de ces changements, puisque bien plus loin, au moins 2 roulées de molette de souris plus loin, on a ça. Alors, je vous dispense de la lecture des 3 premiers paragraphes qui, en gros, sont une espèce d'introduction aux raisons du pourquoi on a fait ça et tout, et de qu'est-ce que c'est. Alors, ils expliquent brièvement que le jeu et que la méta évolue, et qu'en fonction de cette méta, ils ont divisé les différents army books, les différentes Army of Infamies en tiers. C'est un système dont vous êtes à peu près coutumier, j'imagine. Et en se basant sur ces tiers, ils ont appliqué des restrictions, des nerfs, ou des améliorations, des buffs, dans les différents tiers, avec comme objectif de calmer un peu les extrêmes. Alors, ils disent assez clairement,
Voilà, to pull both ends toward a central benchmark. Ok, donc l'objectif c'est de ramener vers le centre les extrêmes. Et de rappeler également que ce pack ne sert qu'à faire de l'équilibrage entre les armées et pas de faire de l'équilibrage à l'intérieur des livres d'armée. Ils prennent le parti de faire un truc concis, on va le voir, là vous voyez juste un peu les morceaux concernant un des tiers, mais ils prennent le parti de faire un truc concis qui va impacter sur les points de chaque catégorie d'unité, plutôt que d'aller dire, ben voilà, telle unité, dorénavant, elle coûtera plus cher ou elle coûtera moins cher. Ils vont octroyer à certaines catégories d'unités, dans certains livres, plus ou moins de points. Alors, ils ont fait ça en 4 tiers. Le premier, c'est le God tier. Bon, c'est assez évident que c'est censé être le truc qui fait peur à tout le monde. Et on y retrouve les 2 variantes de Cathay. La Grande Armée et puis la Jade Fleet. Alors, qu'est-ce qu'ils infligent à Cathay ? Ben, ils infligent une réduction assez drastique du nombre de points max en personnage. Ça ne veut pas dire que le nombre maximum de points par personnage est diminué. Ils sont toujours soumis à la règle des 500 points. Mais ils n'ont plus que 660 points disponibles pour la totalité de leur personnage. Et ils ajoutent d'autres règles à ça. Alors ils ajoutent, je prends déjà le dernier point, là, enfin l'avant-dernier. Ils ajoutent ce truc qu'on avait déjà vu au WTC Clash of Nations, ils l'ajoutent maintenant ici. Est-ce que c'est intéressant ? Probablement, oui, ok. Ils regroupent un peu toutes les informations au même endroit. Donc ça touche, c'est une règle qui touche à un des livres d'armée, donc ils le mettent dans ces restrictions et les ajustements. Bon. Donc ça c'est resté, c'est le fameux -1 de modification de la valeur de mouvement qui n'est pas stackable, et c'est très bien honnêtement, parce que quand vous prenez 6 tirs de canon cathéen ou même 4, vous prenez -4 de caractéristiques de mouvement, ben, ça fait un équivalent de -8 hein, pour ceux qui essayent de faire des marches forcées, donc c'est énorme, c'est un impact monstrueux, c'est beaucoup trop, donc voilà. Bon, -1, ok, c'est un petit bonus qui est donné encore au canon de Cathay, mais ça ne se stack pas et c'est très bien. Et par contre, l'autre gros morceau, c'est ça, c'est la réduction du nombre de lanternes disponibles. En théorie, mais disons au Clash of Nations de septembre 2025, Cathay avait le droit à 2 lanternes. Pourquoi ? Parce que c'était un choix rare. La lanterne de base est un choix rare. Donc, à travers les limitations qui viennent du Match Play Guide, les choix rares, c'est en 0,2. Et le fait de pouvoir les prendre comme monture, le WTC a dit, si c'est un choix rare initialement et que vous les prenez comme monture, elles vont quand même compter parmi les choix rares. Donc c'est pas parce que vous preniez une lanterne en monture que vous aviez toujours le droit à vos 2 choix de lanterne en rare. Donc on avait beaucoup d'armées qui jouaient avec 2 lanternes en monture pour des stratégistes, et c'est très fort, et voilà. Donc maintenant ils ont réduit, maintenant c'est une seule Sky Lantern ou Miao Ying. Alors qu'est-ce que les joueurs de Cathay vont faire ? J'avoue, j'en sais rien du tout. Miao Ying, on l'a pas encore beaucoup vu sur la table. Moi j'ai l'impression qu'elle est forte, peut-être je me trompe. Elle vaut cher quand même, parce qu'elle est 500 points. Alors je dis elle vaut cher, elle a tout à fait le bon prix, mais elle vaut cher surtout au regard du fait qu'ensuite il vous reste que 160 points pour d'autres personnages. Donc vous avez Miao Ying et il vous reste ensuite 160 points, à peine plus, pour d'autres personnages en Cathay, avec ce WTC, enfin ces règles WTC, on va dire 2.5. Est-ce que c'est très dur, trop dur ? Je sais pas, mais enfin voilà, c'est leur décision. On a regardé un peu avec Quentin Illusion,
avec qui on va monter à Melee pour le WTC Open de décembre. Et il y a donc toujours la place dans ces 660 points pour jouer une Sky Lantern en monture d'un stratégiste avec les items qui vont bien et un Shogungan Lord. Les Shogungan Lord, vous avez aussi la possibilité d'en jouer deux bien équipés. Et ça sera l'idée de savoir qu'est-ce que vous avez envie de jouer. Est-ce que vous voulez jouer deux Shogungan Lord pour occuper les 660 points et puis vous prenez ensuite la Sky Lantern en choix rare, ou est-ce que vous voulez la Sky Lantern en monture? Du coup elle bloque complètement les choix de Sky Lantern et elle fait que vous avez quand même encore qu'un seul Shogungan. Bon, ça sera à chaque joueur de décider un peu selon ses envies. Après il y a cette limitation là en bas, Ring of Jet. À la base c'est un item qui est extremely common, donc vous pourriez en avoir plusieurs. Et pour une raison que j'ignore, ils ont décidé de le rendre limité à 0,1. J'ai fait un petit tour dans les listes de KT du WTC de septembre. J'en ai pas vu jouer un seul. Donc, j'avoue que je ne sais pas exactement si c'est quelque chose qui est très très fort et puis qui n'était pas joué parce que le bouquin n'était pas sorti. Je ne sais pas, j'avoue que je ne sais pas. Moi je trouve ça bof. En gros le Ring of Jet il fait quoi? Il fait que vous avez un objet de sort, c'est pour lancer un blast. C'est un objet de sort de niveau 2. Pour lancer un sort, c'est Unquiet Spirits, donc ça sort normalement sur du 8. Avec ce power level de 2, il vous faut 6 sur les dés. Et ça fait 3 des 6 touches, je crois, de force 2, je crois. Je vais juste aller vérifier. Voilà, donc c'est un missile magique à portée 15 qui fait 3 des 6 touches, force 2, sans sauvegarde autorisée, à part les wards et les régènes. Et voilà. Et j'avoue que je ne comprends pas pourquoi est-ce que cet objet, donc vous voyez que c'est un extremely common, 30 points, donc j'imagine que ça peut se mettre sur certains... J'avoue que je comprends pas. Donc voilà le Ring of Jet qui vous permet de lancer Unquiet Spirit. Il y a peut-être un truc, je ne le connais pas. Si vous le connaissez, ça m'intéresse de savoir pourquoi ça a été nerfé. Pourquoi maintenant c'est limité. Peut-être, est-ce que c'est pour le mettre... Bah non, parce que les Haut-Elfes, ils ont aussi un de ces machins où ils ont un anneau qui caste Hammerhand et qui est que vous pouvez mettre un peu partout sur tous vos champions pratiquement. Je ne sais pas. Voilà. Si vous savez, volontiers, si vous pouvez le mettre dans les commentaires, ça m'intéresse. Tier suivant, on a le top tier. Top tier qui est composé de pas mal de choses, puisque il y a la Bretonnie en standard. Vous remarquerez qu'il n'y a pas la Bretonnie en... comment ça s'appelle, en exilé ou en Errantry Crusade. Mais la Bretonnie en normal, Grand Army, elle y est. Les Tomb Kings, les 3. Donc Mortuary Cult et le Royal Host. Le Wild Earth des Beastmen et les Vampire Counts. Ça, c'est ce qui est considéré comme étant top tier par le WTC. Et ça souffre, du coup, d'un petit nerf. Et le petit nerf, il est comment? Il dit que c'est max plus 1 à vos lancers de sort après votre bonus de niveau de lanceur de sort. Là, je crois que c'est clairement à destination des cultes mortuaires et des Beastman Brayard. Pourquoi? Parce qu'il y avait tout un frichti-frucht où les Beastmen pouvaient, avec un objet, plus la pierre des hardes, tatati et tatata, il y avait même une histoire de sacrifice, je crois aussi, qui permettait de stacker du bonus et de lancer le Vile Tile, les villes nuées, avec vraiment beaucoup de bonus. Et là, capé.
idem pour le culte mortuaire, pour ceux qui n'ont pas joué contre, c'est tout un tas de bonus qui s'ajoutent les uns aux autres et qui fait que les sorts sont très faciles à passer et ils ont accès, ils ont les casquettes qui sont très très fortes et du coup voilà, avec ces bonus ça monte très haut très vite et c'est très fiable et aussi c'est pratiquement indispellable. Parce que du coup, vous avez tellement de bonus que si l'adversaire il n'a pas 1 milliard de bonus pour son dispel, vous êtes aux fraises. Ou alors il craque son jet de dés complètement et puis il fait un jet vraiment naze. Et là, vous avez peut-être une chance de dispel. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est clairement à destination de ces 3 armées-là. Enfin, en tout cas, les 2 là. Beastman Bayard et Culte Mortuaire. Je sais pas, peut-être qu'il y en a d'autres qui ont des bonus. Deuxième chose, max 40% de points en caractère. Ça va faire un peu mal à tout le monde. Ça va faire un peu mal probablement aux Bretoniens, probablement aussi aux vampires qui aimaient bien avoir beaucoup de points en personnage pour avoir des cris, pour avoir peut-être des fois des double Mortis Engine. Enfin voilà, ils avaient vraiment beaucoup de personnages. Les Bretoniens, même chose, c'est l'univers du Hero Hammer. Alors ils pourront toujours faire de très bons personnages parce que je trouve que Bretoniens a des persos absolument incroyables. Ils ont des trucs assez fous qui peuvent sortir. Et voilà, néanmoins, il y en aura un peu moins sur la table, il faudra mettre d'autres points un peu ailleurs. Au hasard, vous en faites pas pour les Bretoniens, ça sera juste plus de... des chevaliers Pégase. Bien, ensuite il y a une limitation, eux ils sont limités à 0,50 en unit strength maximum par unité. Ok, de nouveau... peut-être au niveau des vampires, peut-être qu'il y a des choses dans ce goût-là. Je ne sais pas. Mais bon, c'est là. Ok, ils ont cette limitation supplémentaire. Et les Tomb King qui prennent chacun un petit nerf. Grand Army et Royal Host ne peuvent plus avoir l'Armor of the Ages sur le Necrolith Bone Dragon. Alors l'Armor of the Ages, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est celle qui disait que l'adversaire, quand il attaque votre Necrolith Bone Dragon, il doit relancer tous les jets de blessures réussis. Donc déjà qu'un dragon, ça se blesse pas facilement, parce que voilà. Là, vous deviez relancer les jets de blessures réussis. Et c'était aussi une espèce de protection, disons, assez efficace contre les Monster Killing Blow, qui pouvaient venir à bout, les trucs qui fait vraiment peur aux dragons. Là, vous devez faire des 6, puis après, vous devez les relancer pour refaire des 6. Bon courage. Donc voilà, maintenant c'est plus sur le même personnage, vous êtes obligé, vous pouvez toujours prendre l'Armor of the Ages, mais sur un autre perso, pas sur un perso qui est monté sur un Necrolith Bone Dragon. Et pour le Mortuary Cult, eh bien, vous avez la possibilité de prendre les Ushabti encore, mais ces Ushabti n'ont plus la possibilité de prendre le Great Bow. Du coup, je pense qu'on verra plus d'Ushabti encore dans les cultes mortuaires. Pas parce qu'on les prend essentiellement pour leurs arcs. Voilà. Et alors, bon, je vous ai dit qu'il y avait 4 tiers. Il y a le dernier tiers. On en a vu 2, je vous parle du dernier. Mais il y a celui du milieu, en fait, qui est le tiers où tout va bien. Le dernier tiers, c'est bottom tier. Et alors là, vous avez tout ce qui est dedans. Vous avez la garnison de Lothern, vous avez les démons du chaos, vous avez la horde de trolls, vous avez tout ce que le jeu contient de Wood Elf. Parce que vous avez Wood Elf, vous avez la host de Tal'Sin et vous avez le Orion Wild Hunt. Donc absolument tous les Wood Elf ont été considérés comme étant bottom tier. Vous avez l'Empire et vous constaterez que c'est la Grande Armée et les Knightly Order, puisque l'armée de Nuln est considérée comme étant dans ce fameux tiers qui n'est pas mentionné là, donc le 4e tiers, mais celui qui se trouve au milieu et qui n'a pas le droit ni à des boosts, mais qui ne subit pas non plus de nerfs. Donc vous avez l'Empire ainsi que les Knightly Order de l'Empire, vous avez les Mountain Holds,
Donc l'armée standard, la grande armée des nains, et le Royal Clan des nains. L'Expeditionary Force fait partie de ces armées qui n'ont pas été ni nerfées ni buffées. Vous avez les Skaven, les ogres, les hommes lézards et les Beastman Brayard avec les Minotaurs. Les Dark Elves aussi qui reçoivent un petit coup de pouce. Et qu'est-ce que ça dit? Donc là, on voit qu'il y a déjà deux éléments qui sont considérés là-dedans. Il y a du low et du bottom. J'avoue que je ne sais pas exactement ce que c'est les low tiers, parce que là il parle de bottom tier enhancement. Il y a le top tier, il y a le god tier qu'on a vu avant, mais on n'a pas de notion du qu'est-ce que c'est le low tier. Est-ce que c'est là qu'ils en parlent? J'ai pas l'impression, hein. Moi j'ai pas vu de low tier mentionné ailleurs. Donc voilà, quand ils parlent du central benchmark, ils disent qu'il y a des choses qui ne sont pas modifiées et ils disent qu'ils ne parlent pas de la Renegade Crowns et des Slayer Hosts parce qu'ils les traitent comme étant du benchmark. Donc ils disent qu'on n'a pas de données, donc pour l'instant on les considère comme étant dans la moyenne et on verra après s'il faut les booster ou pas. Bon. Donc ça ne nous aide pas beaucoup sur qu'est-ce qu'ils appellent le low et le bottom tier, mais enfin voilà. Ces armées du low et du bottom tier, elles ont des réductions ou des avantages communs. Qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont une réduction du minimum de points en corps. Si votre armée, c'est le cas dans la majorité des situations, vous avez 25% minimum de points de corps, cette réduction, enfin ce minimum descend à 15%. 15% ça fait 300 points en corps, donc ça vous permet de mettre 200 points dans autre chose. Dans certaines Army of Infamy, vous avez besoin de 33% de corps, et bien dans ces cas-là, vous pouvez n'avoir que 25% dans le cas où votre Army of Infamy vous disait d'avoir 33% ou plus en points de corps, vous pouvez n'en prendre que 25%. Ensuite, il y a certains books et certaines Army of Infamy qui ont des unités corps obligatoires. Et ben dans ce cas-ci, c'est enlevé. Et ils font la liste, ils vous listent la chose. En gros, c'est les Ogre Bulls des ogres, les Warriors, les Gaiesaurus des hommes lézards, les Glade Guard dans la Grande Armée Wood Elf, les Eternal Guard dans la Talcine, les Rats des Clans dans les Skaven, la Horde de Minotaur dans la Horde, enfin dans l'armée of Infamy Minotaur. Dans les Knightly Order, vous n'avez plus besoin, vous n'êtes plus obligé de prendre une unité de Knights. Et si vous jouez la Troll Horde, vous n'êtes plus obligé de prendre une Troll Mob. Bon, ok. J'avoue que je ne sais pas exactement si c'était des unités qui étaient généralement considérées comme nulles et que les gens ne les prenaient que parce que c'était une taxe obligatoire pour essayer de jouer les armées qui sont dans ces bottom tiers là. Dans tous les cas, j'aime bien que ce soit une option et puis qu'on dise, voilà, maintenant vous êtes beaucoup plus libre. En gros, vous avez moins de points de corps à mettre et vous pouvez les mettre comme vous voulez, ce que je trouve cool, c'est assez chouette. Et on a également quoi? On a également les maxima de catégories qui sont augmentés à plus 5% chacun. Ça s'applique aux personnages, aux spéciaux, aux rares et aux mercenaires. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous passez à 55% de la liste au max en personnage, donc vous montez à 1100 points de personnage au maximum, vous montez à 1100 points de spécial au maximum, vous montez à 600 points de rare au maximum, parce que vous passez de 25 à 30%. Donc ça ouvre des options de jeu. Ça ouvre des options de jeu. Évidemment, vous êtes toujours limité aux 2000 points. On vous a pas filé 5% de points cadeaux. Mais par contre, voilà, vous pouvez mettre plus dans les choix rares. Vous pouvez mettre plus dans les personnages. C'est bon à prendre. Bon à prendre. Est-ce que ça va complètement révolutionner le gameplay de ces armées? Je ne sais pas. Mais il y a des trucs assez sympas. Et notamment, Pierrick, si tu m'entends, la possibilité maintenant en Empire of Men
vu que vous avez 5% de plus en rare, vous pouvez rentrer dans cave à vapeur. Bah oui, ça passe. Parce qu'ils sont 265, 275 dans cave à vapeur. Donc avec 25%, ça passait juste pas, parce que vous étiez à 530, 540 points. Donc vous pouvez pas en mettre 2 dans la catégorie rare, parce que, c'est pas possible. Mais maintenant c'est faisable. Maintenant c'est faisable. Donc, est-ce qu'il y a des trucs fun? Il va définitivement, en tout cas, y avoir des trucs nouveaux, et ça va être sympa. Qu'est-ce qu'il y a également? Il y a également que la règle générale de composition d'armée qui limite à 500 points max pour une unité ou un personnage, eh bien elle gicle, et c'est maintenant du 600 points. De nouveau, bon à prendre. Ça permet peut-être de faire des personnages un peu plus énervés, peut-être que ça va rendre le dragon elfe noir encore plus violent, peut-être que je sais pas, mais en tout cas c'est bien, et je trouve que c'est cool, ça va donner effectivement du play à des options, ça va amener les gens à tester des trucs, et je trouve ça vraiment chouette. Quoi d'autre? Alors, tous les sorts des armées Legacy qui se trouvent dans le bottom tier, eh bien, casting value -1. Donc en substance, c'est les sorts spécifiques des armées Legacy. Donc je sais pas exactement... des armées Legacy, pardon. Donc des armées Skaven, Ogre et les machins comme ça. -1 pour être lancé. Je sais pas s'il y a des sorts là-dedans qui sont game breaking et puis qui étaient juste trop difficiles à être lancés et que maintenant avec cette réduction ça va être jouable et que ça vaut la peine et tout. Néanmoins, de nouveau, c'est un boost, on prend. Il y a également les limitations d'entrée en 0,1 par 1000 points qui sont changées par du 0,3 en tout. Donc les Saurus Allblood et les King Priest, les Tyrant et les Slaughtermaster de chez les Ogres, le Dreadlord et la Supreme Sorceress qui sont maintenant, ils vont en jouer davantage, Warlord et Greyseer chez les Skaven, Warlock, Engineer du clan Skryr et le Master Assassin du clan Eshin, vous pouvez en avoir, etc. etc. Et c'est, attention, c'est du 0,3 en tout parmi ces entrées. Ça veut dire que vous ne pourriez pas avoir 3 prêtres et 3 Saurus Allblood. Par contre, ça fait que vous êtes plus limité à 2 Saurus Allblood si c'est ce que vous voulez jouer. Vous pouvez en sortir 2 plus un King Priest, vous pouvez en sortir 3 de Saurus Allblood si vous voulez. Voilà, vous avez des nouvelles options à jouer. Donc de nouveau, assez intéressant. Et de nouveau, il y a également encore un petit boost qui est donné aux armées Legacy. Et je reviendrai sur le pourquoi je trouve ça vraiment cool. Les hommes lézards, ils ont enlevé Large Target au Slann. Ça c'est vraiment chouette parce que ce qui se passait, c'est que vous aviez votre Slann qui était dans un paquet d'infanterie, puis il se faisait systématiquement arracher, ou derrière, et il se faisait systématiquement dégommer parce qu'il n'était pas occultable. Maintenant, vous pouvez cacher votre Mage Priest derrière, etc. Chez les ogres, vous avez accès, au lieu d'avoir maximum 2 Heavy Chariot à 2000 points, vous pouvez avoir 2 Iron Blaster et 2 Gnoblar Scrap Launcher. Je crois que c'est des entrées qui étaient assez considérées comme étant assez intéressantes, et puis que cette limitation de 0,1 par tranche de 1000 points va le casser un peu les pieds, parce que franchement dans le book Ogre, il semblerait que ça ne regorge pas de pépites super puissantes. Chez les elfes noirs, les Witches, elles peuvent être prises encore, en 2 mots, hein, encore, sans avoir besoin de prendre des Death Hacks. Bien, et tous les elfes noirs ont maintenant la règle Murderous qui s'applique à toutes les armes non magiques et pas seulement les hand weapons. Et pour le coup, il y a des trucs que je trouve assez intéressants
potentiellement il doit y avoir des trucs assez sympas. Donc, le Murderous, ça fait quoi? C'est la reroll des 1 pour blesser. Jusqu'ici, c'était limité au hand weapon. Donc, quand vous êtes avec des force 3, éventuellement force 4 avec les exécutionnaires, c'est pas foufou, quoi. Sauf que les exécutionnaires, quand vous les prenez, vous n'avez pas vraiment envie de les jouer avec. Genre, ils ont les lames de Harganet. Vous avez envie de taper avec. Vous n'avez pas envie de taper avec vos hand weapons. Donc, c'était un peu casse-pied. Là. Raphaël. Bref, j'ai regardé, malheureusement, par contre, il n'y a pas le Murderous sur la cavalerie Dark Elf. Donc, pas de lance de cavalerie qui vont bénéficier de ce Murderous. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est intéressant. Ça va donner aussi potentiellement des choses à faire du côté de l'infanterie Dark Elf. Et enfin, on termine avec les démons du chaos qui ont maintenant l'autorisation d'avoir 2 démons majeurs, mais pas plus de 1 démon majeur du même dieu du chaos. Bon, vous pouvez en avoir 2, c'est vraiment cool, parce que franchement, c'est des entrées qui sont assez intéressantes. Est-ce que c'est Game Break? Probablement pas. Ils parlent pas du tout non plus de la limitation, de la modification de la ward save des démons, qui saute toujours quand vous avez des attaques magiques. Ça n'a pas été modifié, mais dans tous les cas, maintenant vous pouvez avoir 2 démons majeurs dans vos armées de démons, si ce n'est pas des démons majeurs du même dieu. De nouveau, il y a des nouvelles options, je trouve ça cool. Je trouve que, en fait, il y a beaucoup de petites choses qui sont ajoutées ici et là, hein, que ce soit les 1000 points, pas les 1000 points, les sorts qui sont plus faciles à être lancés, les catégories qui sont plus grandes, les maxima à 600 points. À mon avis, il y a vraiment moyen. Typiquement maintenant, si vous prenez une armée démons, vous pouvez avoir 2 démons majeurs de 2 dieux différents, un qui est à 600 points, parce que vous avez la limitation qui est maintenant montée, et un qui est à 500 points. On a dit, ouais, ça fait 1100 points, ça joue pas. Bah, en fait, avec cette ouverture du maxima par catégorie, si, vous pouvez. Donc, franchement, vraiment cool. À un moment, je me suis dit, ouais, mais bon, la réduction des points encore, est-ce que c'est vraiment un bonus intéressant, sachant qu'on vit dans l'ère du match play guide, et puis qu'il y a des objectifs à tenir et tout. Bah, globalement, même si vous mettez le strict minimum, à savoir avec les 15%, donc c'est 300 points, il y a pas mal alors peut-être pas chez les ogres, parce qu'ils ont des unités corps qui peuvent coûter assez cher, et il faut que ça soit PU10, mais vous avez en tout cas easy peasy, vous pouvez faire une unité qui va vous garantir d'avoir en tout cas un des points des strategic locations. Et puis elle va pas être facile à venir déloger, hein. Il y a certaines unités qui peuvent être assez casse-pieds à enlever, notamment vous prenez une brique une brique avec le griffon standard chez l'Empire, elle va s'asseoir sur un objectif puis vous l'enlèverez pas, quoi. Et alors oui, après, dans le cas où vous jouez avec plus de strategic location, si vous avez que 15% encore, effectivement, vous aurez probablement de la peine à aller vous battre pour les autres points, mais vous n'êtes pas, disons, mon propos c'est pas que vous allez réussir à tout tenir avec 15%, mais avec 15%, vous êtes à peu près certain de pouvoir en tout cas tenir un objectif, et vous avez le reste de votre armée qui permet maintenant des builds différents et qui vous permettent d'aller challenger, d'aller repousser ou disons qui peut dissuader l'adversaire de s'approcher des autres strategic locations. De nouveau, est-ce que ça va drastiquement changer les placements et les classements de chacune de ces armées? Probablement pas, mais c'est pas le but du WTC. Ils n'ont pas du tout pour vocation de faire en sorte que les Skaven deviennent l'armée la plus broken du jeu et tout. Par contre, ils veulent leur filer un petit coup de pouce pour que les scores moyens des Skaven soient un petit peu meilleurs, pour que les scores moyens
des Knightly Orders soient un peu meilleurs, pour que les scores moyens d'à peu près n'importe quelle faction Elfe Sylvain soient un peu meilleurs, et puis de ramener les choses vers ce central benchmark. Et on arrive là sur, pour moi, quelque chose que je trouve très intéressant. Il y a deux éléments. Premièrement, il y a une volonté qui est complètement admise d'équilibrer la chose. On aime pas, je veux qu'on touche le jeu, je veux pas qu'on y touche, je veux jouer au jeu pur, c'est pas une question. L'élément, c'est le WTC a pris position, ils veulent essayer d'équilibrer la chose. Et je fais vraiment attention au choix des mots là, parce que je parle bien d'essayer d'équilibrer. Ça ne sera jamais parfaitement équilibré. Il y a trop d'armées. On n'est pas loin d'une trentaine d'options de jeux différentes entre les livres d'armées, les legacy, les Army of Infamies. C'est impossible d'avoir un équilibre parfait. Même aux échecs, les blancs ont un win rate légèrement supérieur aux noirs. Donc c'est pas possible d'avoir quelque chose de parfait. Par contre, ce qui est possible, c'est d'avoir quelque chose où les extrêmes sont moins éloignés et de ramener ces extrêmes vers le centre et de faire en sorte que quand vous jouez une de ces armées qui est tout en bas, vous n'ayez pas l'impression que c'est une espèce de tâche herculéenne que d'essayer de faire un truc vaguement potable, alors que le gars en face, parce qu'il a pris l'armée qui est tout à l'opposé dans le spectre, l'armée qui est super forte, il enchaîne boulette stratégique sur boulette stratégique, mauvais jet de dés sur mauvais jet de dés, mais parce qu'il a l'armée la plus forte du moment, alors tout va bien, tout se passe bien pour lui, il subit une petite win au lieu de vous avoir défoncé. Donc l'objectif, c'est vraiment de ramener toutes ces choses un peu vers le centre et puis d'éviter peut-être des sensations un peu de frustration liées au fait de jouer le truc qui est tout en bas ou de jouer contre le truc qui est tout en haut. Je trouve ça assez sympa. Ça, c'est la première chose, donc cette volonté d'équilibrage qui est affichée par le WTC, et de pas juste dire on fait le jeu tel qu'il est proposé par Games Workshop, on va nous essayer de ramener un peu les choses pour qu'on ait quand même une belle compétition et puis que ce ne soit pas une course à prendre les meilleurs livres d'armée et puis laisser tout le reste de côté. Première chose. Deuxième chose que je trouve cool, c'est le nombre de modifications qui touchent les legacy. Et franchement, pour moi, je trouve ça c'est vraiment très important. Pourquoi ? Parce que Games Workshop, ces dernières années, ils ont considérablement modifié leur façon d'appréhender comment, ou de découvrir comment leurs jeux sont joués. Ils ont parfaitement compris que leurs jeux se jouent maintenant beaucoup plus dans le cadre de conventions, tournois, appelez-les comme vous voulez, mais enfin dans une espèce de grand rassemblement. Et qu'on l'aime ou on l'aime pas, le WTC, je parle spécifiquement du Clash of Nations, même si il existe des formats WTC, donc des formats avec une équipe par nation, dans à peu près tous les wargames. Et ces dernières années, ils sont beaucoup plus au centre de l'attention. Les joueurs y prêtent beaucoup plus attention. Les youtubeurs y font beaucoup plus attention. On va dans ces events pour filmer ce qui s'y passe, on en parle après, on débrief, on étudie les listes, on parle des équilibres, etc. Tous des trucs qui, même si ça existait peut-être il y a 15 ans, on en entendait vachement moins parler. Alors il y a aussi l'avènement d'Internet et machin et bidule, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis, puis c'est multifactoriel, disons, ce changement, c'est pas juste l'évolution du jeu, c'est l'évolution des médias et tout. Bon. Et le fait que le WTC, qui est quand même, comme dit, un de ces grands moments qui va capter l'attention de youtubeurs, de joueurs, et maintenant de Games Workshop aussi, le fait que le WTC indique à travers ces modifications que on va donner de l'amour aux armées Legacy, je trouve ça génial. Parce que ça envoie un message clair, ça envoie un message, nous avons une communauté de joueurs qui ont des armées que vous avez décidé de classer en Legacy.
chose un peu étonnante, c'est que si vous lisez un peu le lore de The Old World, la grande majorité de ces armées Legacy, elles existent dans le lore. Alors oui, je sais, les Skaven, ils sont en train de se foutre sur la gueule parce qu'il y a une espèce de guerre civile au sein des Skaven, d'accord. Mais ils existent, factuellement. Donc ça veut aussi dire qu'en théorie, il devrait y avoir potentiellement des bandes de Skaven qui vont ici et là pour faire des conneries dehors, j'en sais rien. Ils existent. Cathay, leur ennemi numéro 1, c'est les ogres. Si l'ennemi de Cathay, qui existe dans Old World, qui a droit à son livre d'armée dans Old World, c'est les ogres, il serait de bon ton que les ogres puissent aussi avoir leur livre d'armée. Donc là, le WTC envoie un signal en mode « Eh les gars, nous, on n'a pas envie de mettre sur la touche toutes ces armées. Elles existent dans votre lore, vous avez donné des règles pour ces armées à travers les PDF et tout. C'est cool que vous l'ayez fait, et nous, en tant que communauté, on va prendre le droit de leur donner des boosts pour les rendre jouables et les rendre intéressants. Et pas juste les vampires qui ont su, disons, trouver leur place dans le méta de Games Workshop, mais aussi les autres armées, les Skaven, les ogres, les hommes lézards et tout. Et moi, j'aime ça. Ça me plaît. Ça me plaît parce qu'en fait, déjà, j'ai des amis qui ont ces armées, puis c'est jamais très agréable quand les gars, ils arrivent en disant ah, « ça fait un peu chier parce que officiellement, mon armée, machin truc. » Pour moi, le WTC envoie un signal fort là-dessus. Ils envoient un signal en disant « Nous, on aimerait que vous, Games Workshop, vous fassiez quelque chose pour ces armées-là, parce que elles ont un rôle à jouer dans votre jeu. Et nous, pour l'instant, en n'ayant rien vu de votre part, on va faire ces modifications-là. » Donc globalement, quelque chose que je trouve vraiment, vraiment cool. Très, très heureux de découvrir ce WTC Rule Pack version 2.5. Il me reste juste un point à voir avec vous. C'est plus un point d'ordre de scoring, donc c'est pas forcément le plus juicy, le plus intéressant, mais et je vais essayer de le retrouver pendant que je vous explique de quoi je parle. En gros, au Clash of Nations, il y a eu une situation, voilà, on y est. Il y a eu plusieurs situations. Il y a eu déjà 3 joueurs bretoniens qui se sont plantés dans leur liste et qui ont demandé, supplié, rampé pour obtenir des droits pour pouvoir changer leur liste d'armées. Ça a été décidé, voté, et on est parti du principe que c'était quand même plus sympa, et que c'était des changements qui étaient assez obvious. On ne parle pas d'un changement qui était genre, une fois que j'ai vu le méta, je me dis « Oh, j'aurais bien aimé prendre le truc ». Non, c'était effectivement... En réalité, on pensait que... Je dis « on » comme si je faisais partie de ces joueurs bretoniens, mais... En lisant les listes d'armées, là, vous auriez tout de suite vu qu'effectivement, il manquait quelque chose. Et qu'en allant chercher le build d'armée qu'ils avaient, c'était évident qu'ils étaient à la recherche de ces vœux de bretoniens. Et ils ne l'ont pas marqué, et donc ils ne l'avaient pas, et en fin de compte, ils ont commencé à dire « mais les gars, c'était évident qu'on voulait ce vœu-là », et effectivement, c'était évident. Mais les listes ayant été données, ils avaient besoin de l'autorisation pour faire ces modifications. Ils ont eu l'autorisation après un vote. Voilà, donc il y a des sanctions qui peuvent arriver, des sanctions aussi pour armées non peintes, vous en avez peut-être entendu parler dans notre précédente vidéo, d'ailleurs encore désolé pour les problèmes de micro qu'on a eu, j'espère que ça ne se représentera plus. Quoi qu'il en soit, il y a eu donc des sanctions, et jusque-là, ces sanctions s'appliquaient sur les points non capés. Alors, je vais vous expliquer. Prenons l'exemple du Clash of Nations. Nous sommes 8 joueurs. 8 joueurs, ça fait 160 points au maximum à se partager entre les deux équipes. D'accord ? Et le WTC Clash of Nations utilise un système de cap qui dit que si vous faites plus que 100 points, et maintenant vous arrivez à poutrer vos adversaires, vous faites 140 points sur les 160 disponibles. Donc ça veut dire que vous êtes à 140 à 20. Vos adversaires, ils ont 20 points.
eh bien on applique le cap. Et on va vous donner, à vous qui avez poutré vos adversaires, on ne vous donne pas 140 points, on vous donne 100 points. Et vos adversaires qui se sont fait défoncer, on ne leur donne pas 20 points, on leur donne 60. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire en sorte que le fait de tomber sur une équipe particulièrement faible, sur laquelle vous allez pouvoir récolter énormément de points, ça ne vous donne pas un avantage monstrueux pour la suite des hostilités. Typiquement, on va être franc, hein, c'était un énorme avantage dans un monde non capé pour les Italiens de jouer contre nous. Parce qu'ils nous auraient mis une bifle monstrueuse. Donc ils auraient scoré énormément de points. Résultat des courses, c'est capé, donc ils n'ont pas d'avantage particulier d'être tombés sur nous ou d'être tombés sur une autre équipe où ils auraient aussi eu un cap mais avec probablement moins de facilité, on va dire. Résultat des courses donc, ces points de pénalité s'appliquaient sur les points non capés. Donc typiquement si on prend mon exemple avec une équipe qui inflige ou qui gagne 140 points et l'autre qui n'en gagne que 20, et ben, si vous avez des sanctions de points, de listes, etc., ils les appliquaient sur les 140 points. Donc autant dire que quand vous étiez à 140, puis qu'on vous disait ah, mais vous prenez 10 points de pénalité, 130, ben, c'est quand même toujours capé. Donc impact 0, walou. Maintenant, vous voyez ici que les pénalités seront appliquées sur les scores capés. Et là, ça pique. Parce que, de fait, quand vous allez être ramené de votre score à 60, et qu'en plus vous reperdez encore des points, vous avez le capé négatif, capé en bas, et que vous reperdez encore des points, ça pique. Et puis quand vous êtes en haut, capé en haut à 100 points, ben là vous allez en perdre aussi, si vous avez des sanctions. Et là, vous jouez des places dans le classement. Parce que dans le WTC, c'est pas le nombre de victoires que vous faites, c'est le nombre de points que vous remportez. C'est pour ça que c'est très important pour les armées, enfin pour les équipes nationales, de essayer de caper l'adversaire, c'est-à-dire vraiment de prendre le maximum de points. Et si tout à coup vos caps, bah, ils sont plus à 100, mais ils sont à 95 parce que vous avez des gugus qui se sont fait sanctionner à gauche à droite pour problème de liste, armée pas peinte, etc. Bah, c'est clair que ça a un impact monstrueux sur votre classement. Du coup, je suis assez content parce que ça fait en sorte que les gens doivent faire un peu attention à leur liste, doivent faire un peu attention à jouer avec des armées peintes, surtout si vous visez un podium ou quelque chose comme ça. Vous ne pouvez pas juste vous pointer avec des machins claqués au sol. Votre score capé va en pâtir. Donc voilà, si vous voulez viser tout en haut, essayez d'éviter les pénalités. Ça fait sens, hein, ça aurait dû être comme ça peut-être la première fois, mais je pense que c'est dû passer entre les gouttes, ou je ne sais pas. Voilà, en tout cas c'est tout pour ce tour d'horizon de ce Rule Pack WTC 2.5. Je me réjouis énormément de le tester, je me réjouis énormément de voir quelles nouveautés vont sortir, qu'est-ce qui va être les nouvelles armées fortes, les nouvelles petites wombo combo qui auront été vues à gauche à droite. Dans tous les cas, je trouve absolument fantastique que le Clash of Nations, que le WTC monitore comme ça les win rates et puis se disent ok, on intervient, on donne des petits boosts ici et là. Les signaux qui sont envoyés sont super bons. Donc globalement, je suis emballé par la décision du WTC. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, les gars. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Vous connaissez le micmac, pouce bleu, commentaire, abonnement, tout ça. Cœur sur vous. À tout bientôt. Salut tout le monde. Bye bye.